Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en l'honneur de l'Agence de la Société marocaine d'ingénierie touristique, bienvenue au pavillon marocain afin de parler de la journée marocaine pour les investissements touristiques. Ce sera un honneur pour moi d'être la maître de cérémonie et votre modérateur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les opportunités qui ont commencé depuis le début de la pandémie, les partenariats entre les secteurs publics et privés, les investissements internationaux soutenus par le gouvernement, ainsi que les points forts du Maroc comme étant une destination de tourisme. Au premier rapport, je voudrais remercier Imad Barakat, le PDG de la Société marocaine d'ingénierie touristique, pour nous avoir rejoints ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Laura. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, et bienvenue à ce pavillon marocain, et bienvenue à Dubai Expo 2020, ainsi que pour la journée marocaine pour les investissements touristiques. Je voudrais insister qu'après cette longue interruption, nous croyons que nous sommes enfin capables de se rejoindre en direct et de discuter face à face cette réunion. Mais comme vous le savez, à cause des changements gouvernementaux qui passent aujourd'hui au Maroc et la nomination de son Excellence Nadia Abdel Fattah comme ministre de l'économie, qui malheureusement n'a pas été capable de nous rejoindre ici aujourd'hui, nous allons quand même la remercier et de repasser par cela. Je voudrais juste qu'on lui souhaite les félicitations, et c'est au nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et je voudrais aussi féliciter Madame Fatima El Zafour, la nouvelle ministre. Permettez-moi aussi de remercier tous les invités ainsi que tous les interlocuteurs qui se sont joints à nous aujourd'hui afin d'être avec nous pour la journée marocaine pour les investissements touristiques. En conclusion, je voudrais saisir cette opportunité afin de remercier notre équipe ainsi que l'équipe de la Société marocaine d'ingénierie touristique pour avoir soutenu cette conférence. Je sais que les choses ont eu beaucoup de défis, et surtout en face des circonstances et du délai. Et nous savons aussi à cause des changements qui se sont passés dans la région. Mesdames et messieurs, nous sommes au carrefour des cultures. Le Maroc est le lien entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Avec plus d'une dizaine de connexions avec des capitales africaines, européennes et moyen-orientales. Il y a un vol de moins que 3 heures aux capitales les plus importantes. Nous savons que le Maroc est une destination stable et sécuritaire, ainsi qu'un pays avec beaucoup d'infrastructures. Le pays a plus que 20 aéroports internationaux avec un flot de 25 millions de passagers annuellement qui ont été enregistrés en 2019. Nous avons de 20 000 kilomètres de routes. Et nous avons aussi des trains entre Tanger et Casablanca. Et nous savons qu'il y a un train qui passe par cela qui prend 2 heures. Il y a aussi le train Tanger-Med qui nous lie à l'Afrique. Nous savons que le Maroc a un environnement assez riche et diversifié, et a des paysages différents et a influencé par différentes civilisations, ce qui a créé ce centre métropolite et cosmopolite dans notre architecture et la plupart des villes. En outre, nous, les Marocains, sommes reconnus pour notre hospitalité. Tous ces points forts ont permis au Royaume du Maroc à attirer les plus grands hôtels, les plus grandes chaînes d'hôtels comme le Hilton, le Marriott, le Four Seasons et autres hôtels aussi importants.
Le Maroc est bien connu pour être une destination touristique en Afrique. Mais le plus important pour la communauté touristique aujourd'hui et la communauté d'investissement est que le gouvernement de Sa Majesté nous permet d'avoir des politiques qui permettent aux investisseurs d'augmenter leur statut en ce qui concerne l'attractivité en termes d'affaires. Nous savons que le Maroc est une destination très importante et nous travaillons sur notre plan annuel. Et le Maroc est passé de la deuxième classe en 2010 et aujourd'hui est à la 51e classe en 2020. Cela signifie que nous avons avancé par plus que 65 classes. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de commencer des petites entreprises au Maroc. Il n'y a pas de restrictions sur les investissements de capitaux, ce qui est très important, et il n'y a pas de problème en ce qui concerne les profits et pas de restrictions sur l'achat d'immobilier. Nous savons aussi que la main-d'œuvre est très importante au Maroc et nous travaillons toujours sur ce sujet-là. En outre de tout cela, nous savons que le secteur touristique représente une priorité pour notre pays. Et nous avons assez d'avantages et beaucoup d'opportunités d'investissement attractifs qui ont été établis afin d'augmenter les investissements de la région. Cela a mené à augmenter l'intérêt des investisseurs de partout autour du monde et notamment dans la région du Golfe, qui aujourd'hui sont vraiment très intéressés par le secteur du tourisme au Maroc. La coopération émiratienne a choisi le Maroc comme étant la base de leurs opérations. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent de cette région-là. Et donc, permettez-moi de les remercier tous pour leur confiance et leurs engagements avec nous. Mesdames et messieurs, tout le monde sait que ces 2 dernières années ont été difficiles pour le secteur touristique et pour nous tous. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on doit saisir et de choisir la semaine du tourisme à Dubaï Expo pour démontrer le potentiel de notre pays et souligner les opportunités importantes qui résident toujours dans le royaume du Maroc. Et en dépit de toutes les circonstances actuelles, je crois qu'il y a toujours d'excellentes opportunités émergentes et surtout de nouvelles destinations marocaines qui n'étaient pas sous le radar au préalable. Mais aujourd'hui, au Maroc, nous travaillons à promouvoir des projets dans des régions où on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation du volume des touristes et surtout dans toutes les activités qui concernent la nature. Sur ce, nous attendons une augmentation des destinations écologiques qui vont recevoir les touristes dans le futur. Et nous avons aujourd'hui Dakhla, Agadir et d'autres villes qui sont très importantes et aujourd'hui qui ont une augmentation d'investissement. Nous allons avoir aussi une présentation durant cette session concernant les différentes destinations. Et Younes Hajri, qui est avec nous aujourd'hui, va faire une présentation pour nous tous. Laissez-moi aussi vous rappeler que ce n'est pas uniquement une opportunité d'écouter, mais aussi de discuter et d'échanger les idées durant toutes les réunions virtuelles. Je vous souhaite à tous une journée assez fructueuse et donc je donne maintenant la parole à Madame Laura ainsi qu'à notre invité de prendre la parole. Merci énormément pour Monsieur Imad Barakat, le PDG de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Donc je crois qu'il y a maintenant une vidéo.
À quelques heures des capitales européennes, le Maroc a une position géographique importante et a une stabilité politique ainsi qu'un environnement préalable aux touristes. La Société marocaine d'ingénierie touristique partage son expérience afin de transformer toutes les régions en une région attractive pour les touristes et pour pouvoir attirer les investisseurs les plus importants. Nous savons qu'il y a toutes les conditions qui nous permettent d'avoir un futur prospère dans toutes les régions du royaume. La Société marocaine d'ingénierie touristique pour les projets. Merci beaucoup à tous. Donc, Monsieur Ahmed Barakat, le PDG de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je voudrais juste parler de l'agenda que nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui désigné ce projet pour que ce soit une opportunité de pouvoir interagir, de pouvoir vraiment entendre et prendre les opinions de ceux qui aujourd'hui sont les plus importants sur les secteurs d'investissement. Nous avons une session très importante dans leurs colocuteurs et nous avons passé jusqu'à 12h30. Après cela, nous aurons un déjeuner au 7e étage. Nous avons aussi un moment pour permettre au public de poser leurs questions. Donc, je vais vous demander tous d'agir avec et d'interagir avec les interlocuteurs. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Je vais juste demander à tout le monde de mettre leur téléphone en mode silencieux. Et je vais juste vous demander de respecter toutes les procédures et tous les gestes barrières. Mesdames et messieurs, bienvenue pour notre adresse liminaire. Et cela va nous donner vraiment un aperçu de comment le gouvernement marocain a relancé le secteur du tourisme après la fin de la pandémie, ainsi que les opportunités entre les secteurs privés et publics pour la croissance. C'est vraiment un très grand honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Hamed Ben Haddad, qui est le Ben Tahir, qui est le PDG de la Confédération nationale du tourisme. Donc, voici votre microphone, Monsieur Ben Tahir. C'est vraiment génial de vous avoir ici avec nous. Merci beaucoup, Madame Laura. Merci d'avoir dédié ce temps pour nous. Je voulais commencer cette conversation en parlant de la pandémie. Donc, comment ça a été pour vous durant l'an et demi dernier? Et est-ce que vous pouvez nous donner une image générale de ce qui s'était passé? Au premier abord, je voudrais commencer par dire que c'est vraiment mon plaisir de vous rencontrer tous face à face. J'ai vraiment de très bons amis dans cette salle. Je voudrais juste vous remercier tous d'avoir accepté cette invitation. Ce sont des opérateurs professionnels et des investisseurs, ainsi que des amis, parce que nous savons que parmi nous, il y a des amis. Nous avons commencé cette industrie comme investisseurs et ensuite nous sommes devenus des partenaires. Et en fin de compte, nous sommes devenus des amis. Et donc, je voudrais remercier tous les amis avec nous d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de partager leur passion pour le Maroc et leur passion pour notre industrie. En ce qui concerne la situation au Maroc, comme vous le savez tous, et tout le monde le sait, ça a été vraiment difficile pour nous au Maroc, mais nous avons travaillé avec le gouvernement, main dans la main, afin d'améliorer la situation, parce que nous savons que la Confédération nationale du tourisme représente toutes les entreprises, par exemple les hôtels, les restos, etc., tout l'écosystème. Et nous avons travaillé avec le gouvernement afin de développer un programme afin de pouvoir surmonter cette crise. Un programme qui est le 3R, donc la résilience, comment protéger les travaux et comment garantir la santé de tout le monde et aussi des cash flows. Nous avons aussi parlé de la résilience et de la réinvention de notre industrie. Donc, voici les sujets importants sur lesquels nous avons travaillé durant cette période de temps. Au Maroc, nous avons une très longue histoire de partenariat entre les secteurs publics et privés. Et grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le secteur du tourisme a été le premier secteur au Maroc d'avoir une vision à long terme. Ça, c'est la vision de 2010. Ensuite, nous avons eu aussi une vision pour l'an 2020. Donc, cette collaboration et ce partenariat entre les secteurs publics et privés est vraiment une stratégie à long terme. Et donc, aujourd'hui,
Au nom de tous les professionnels et de tous les investisseurs des secteurs publics et privés marocains, je voudrais inviter tous les partenaires à travailler avec nous, avec la Confédération nationale de tourisme et aussi travailler dans le conseil d'administration pour notre confédération. Ça, c'est une invitation officielle qui vient de tous les partenaires et des investisseurs pour qu'ils deviennent une part de notre confédération parce que nous devons bâtir ensemble l'avenir du tourisme. Nous savons que le Maroc est la première destination touristique en Afrique. Elle a le 13e rang mondial et notre objectif est d'être parmi les 20e premières destinations mondiales. Et nous avons travaillé tous ensemble pour que nous pouvons réaliser cela. Quelle belle invitation et j'espère que tout le monde pourra répondre à cette invitation. Donc nous allons plonger dans le sujet. Pourquoi est-ce que le Maroc est un emplacement très intéressant pour les investissements aujourd'hui? À mon opinion, les points forts du Maroc est qu'il a été béni par une très grande diversité en ce qui concerne la nature. Aussi, nous avons une très grande diversité des belles plages, de la terracotta, des montagnes extraordinaires, y compris de très grands sommets, sachant que nous avons la plus haute chaîne de montagnes dans le nord de l'Afrique, qui est l'Atlas, et nous avons aussi de très bons paysages naturels, et nous avons une position exceptionnelle. Nous sommes à 15 km de l'Europe, donc nous faisons part du marché méditerranéen, sachant que c'est le plus grand marché touristique du monde. Juste comme a dit M. Ahmad, nous sommes à moins que 3 heures des capitales européennes les plus importantes. Nous sommes aussi le portail à l'Afrique. Nous avons l'un des plus grands aéroports de l'Afrique aujourd'hui et nous savons que Casablanca est le centre essentiel pour lier l'Europe à l'Afrique. Il est aussi très important de se concentrer sur le fait que le Maroc est très stable et c'est important pour les investisseurs. Nous parlons toujours de la localisation et des locaux, mais quand nous savons que nous sommes près des marchés principaux du monde et que nous sommes d'une des meilleures destinations du monde, il faut aussi savoir qu'il y a une stabilité qui est très importante pour tout le monde. La connectivité est aussi un élément très exceptionnel et très important pour nous, sans oublier la diversité en ce qui concerne les endroits que nous offrons. Par exemple, il y a les cités, les grandes villes, ainsi que les destinations de loisirs, comme nous avons un très grand potentiel de croissance. Comme je vous dis, nous sommes toujours au début. Nous sommes parmi les 30 destinations mondiales, mais notre objectif est d'arriver à être parmi les 20 meilleures destinations. Et avec les experts présents avec nous, moi, je suis sûre qu'on pourra arriver à cela. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'importance et des opportunités de coopération entre les secteurs publics et privés et pourquoi cela est important pour vous? Comme je l'avais dit, l'histoire de la collaboration est très importante et cela avait commencé en 2002 avec la première vision sur laquelle nous avons travaillé et nous avons aussi eu une collaboration entre les secteurs privés et publics. Cela a permis de travailler avec les partenaires ainsi que tous les opérateurs, et on les invite tous à participer avec nous. Et nous savons que la Confédération nationale est l'un des meilleurs partenaires pour le gouvernement ainsi pour l'écosystème tout entier. Personne ne sait vraiment les secrets de ce secteur plus que les opérateurs et plus que les investisseurs. Et il faut les entendre et les écouter. Le Maroc a développé sa stratégie en écoutant humblement tous les investisseurs et nous devons continuer notre mode de travail d'entendre les gens qui travaillent dans le secteur et les investisseurs et de se concentrer sur la stratégie. Nous savons que nous avons toujours un espace de pouvoir croître et aujourd'hui, nous avons les plus grandes marques importantes qui est au Maroc. Comme vous savez, le secteur touristique au Maroc a été développé par la collaboration des secteurs privés et publics. Mais nous savons que les investissements sont à 80% du secteur privé. Et les investissements du secteur privé
Et j'imagine que 20% viennent de cette région-là. Et nous avons besoin de continuer d'entendre ce que les investisseurs ont à nous dire. Laissez-nous parler des voyages après la pandémie. Il y a beaucoup de nouvelles destinations et il y a par exemple des voyageurs qui veulent passer à travers le monde. Il y a des gens qui veulent passer leurs vacances ailleurs. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur comment vous repositionner face à cet nouvel environnement? Comme je vous avais dit, depuis le début de la crise, nous avons eu beaucoup de temps de pouvoir travailler sur les nouvelles solutions et comment faire face aussi à cette crise et la changer d'une crise en une opportunité. Nous avons parlé de la résilience, de la relance et de la réinvention de notre secteur. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de voyager et c'est ce qu'on voit à travers le monde. Une fois les pays rouvrent leurs frontières, il y a les gens vraiment qui vont aux aéroports pour prendre le premier vol quelque part d'autre. Et comme vous l'avez dit, il y a les passagers qui veulent voyager n'importe où dans le monde. Nous avons tous appris de cette crise et nous savons qu'il n'est pas très important d'avoir des biens, mais il faut bien vivre et avoir d'excellentes expériences. Et là réside l'importance du secteur touristique et le secteur du voyage. Il est aussi important de parler des marchés locaux au Maroc et dans tous les autres pays, parce que nous savons que 35% du total des entreprises d'hospitalité viennent du marché local. Donc, nous avons une stratégie de pouvoir développer les choses. Elle était à 80% au début des années 2000. Aujourd'hui, elle est à 35%, mais il est important durant les temps de crise d'avoir un marché résilient. Et nous savons que même 45% des revenus au Maroc sont du marché local. Cela est très important et nous devons continuer à développer ce marché local, ce qui est très important pour nos investisseurs, ainsi pour que notre travail, nous voulons les augmenter à 50%. Et donc, nous sommes prêts à recevoir toutes vos idées dans notre conseil d'administration. Moi, j'imagine que Marrakech reste la meilleure destination au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres régions émergentes aujourd'hui qui deviennent de plus en plus intéressantes et quelles sont vos attentes pour ces différentes régions? Au premier rapport, je voudrais dire que nous avons besoin d'attirer beaucoup plus d'investisseurs à travers l'animation, la culture et toutes les activités autour du marché hospitalier à Marrakech. Mais nous avons ce qui s'appelle le triangle doré au Maroc, donc Marrakech, Agadir et Souira. Et nous savons qu'il y a plein d'opportunités là-bas. Et sur la côte, il y a Agadir et il y a la Nouvelle Baie. Et moi, j'imagine qu'il y a les plus grands investisseurs à Tagazout qui sont parmi nous aujourd'hui et nous avons commencé cette nouvelle opportunité et ce nouveau voyage. Et il y a beaucoup d'opportunités de pouvoir travailler. Et donc, Tagazout et à Souira. Et nous avons aussi plein de nouvelles destinations qui sont très intéressantes sur la côte méditerranéenne de Saïdia. Et il y a quelques partenaires aujourd'hui qui travaillent avec nous, avec Saïdia au nord du Maroc et Al-Hoceima. Donc, ce sont parmi les meilleures destinations sur la côte méditerranéenne. Mais si on va vers le sud, nous avons une des destinations écologiques qui est à Dakhla. J'imagine que nous aurons une présentation sur cette région-là, qui est dans le sud du Maroc. C'est vraiment une destination estivale et culturelle très intéressante. Mais il y a aussi des opportunités au sein de notre ville principale. Il y a beaucoup de développement à Ramad, à Casablanca, qui sont parmi les meilleures destinations ou les destinations principales au Maroc. Comme je vous avais dit, nous sommes un pays béni avec plein d'opportunités. Il y a toujours une marge d'amélioration pour tout le monde. Cela est très intéressant. Merci. Quel est votre message le plus important? Donc, quel est votre message pour notre public aujourd'hui? Mon message principal est que nous avons besoin de ce conseil d'administration
Et moi, je suis sûre qu'on va surmonter cette crise, tous, main dans la main. Et je voudrais dire que je suis vraiment très impressionnée par l'autorité de Dubaï qui ont organisé cet événement, ainsi que l'équipe de la société marocaine d'ingénierie touristique, parce que nous savons que ces événements montrent vraiment cette confiance que nous avons dans le secteur touristique et dans le secteur du voyage. Aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités au Maroc. Il est le temps de saisir ces opportunités et nous nous attendons à vous voir tous au Maroc prochainement. C'était vraiment un très grand honneur de parler avec vous. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed Bentaher. Quelle discussion importante. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour poser des questions. Mais si vous avez quelques questions à poser, vous pouvez les poser à notre interlocuteur durant notre déjeuner. Une fois on finit. Maintenant, nous passons d'une conversation à une autre. Cette fois-ci, nous allons travailler avec nos opérateurs. Maintenant, nous allons voir quel est leur aperçu pour le futur, que ce soit pour l'Afrique et le Maroc, ainsi que les opportunités principales pour certaines marques. C'est vraiment un très grand honneur d'avoir Yoham, le directeur général de Hilton dans la région du Moyen-Orient, Monsieur Josham Jan Slifer. Et nous avons aussi notre invité Marlo Skinnenberg, la PDG de Curtin Hospitality. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Merci pour nous avoir joints. Je sais que vous êtes très occupés. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je pense qu'on peut commencer avec certains sujets qui sont pertinents à ce qu'on a discuté avant. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau des secteurs de tourisme pendant la pandémie au Maroc? Bonjour. C'est une question excellente. Souvent, on oublie ce qu'on a été en train de faire. Notre premier souci était de nous protéger les hôtels dans l'Afrique et aussi le Proche-Orient. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et maintenant, si on jette un coup d'œil, comment peut-on protéger les personnels et aussi les communautés? On peut vous dire une idée et dire que la région de MENA et aussi l'Asie et le Pacifique, ces marchés sont toujours forts, mais aussi il y a des marchés comme l'Europe qui sont derrière cette région. Et parce qu'on a fait beaucoup de choses pendant la clôture du monde à cause de la pandémie Covid-19, il y avait beaucoup de changements au niveau de nos propriété. Et je pense que maintenant la situation est positive. Marlo, est-ce que vous pouvez nous donner un panorama sur le secteur de l'hospitalité? On a raconté des histoires avant. Les gens parlent des perturbations et pendant la pandémie Covid-19, on a contrairement signé beaucoup de projets parce que d'un seul coup, il y avait un tourisme statique et il y avait des conversations qui ont été lancées, entamées sur les nomades et maintenant, comme tout le sait dans cette salle, il y a un relancement et il y a plusieurs produits maintenant qui circulent. Alors, on est dans un bon état. Et je pense qu'on est bien. C'est une bonne nouvelle, excellent. Alors, parlez-nous de diriger ce secteur pour vous au Maroc. Le marché est un marché qui est pilier pour nous. On a 5 projets qui sont grands. Et la bonne chose au Maroc, c'est que le futur est prometteur. Il y a, on opère 2 hôtels à Tanger
Et on a deux Hilton et Hilton Garden et c'est une marque qui est augmentée. Alors on a des projets qui vont être ouverts au Rabat, à Casablanca et aussi Canopy à Casablanca. C'est une marque de mode de vie qui est moderne et comme ça on a beaucoup de villes qui sont intéressantes. Il y a des villes où on ne trouve pas, on n'existe pas et c'est pour cela on continue à cibler les destinations parce que cela va aider le Maroc à croître parce qu'il y a des propriétés qui sont intéressantes et qui vont aider le Maroc à croître davantage. En ce qui concerne les opportunités au Maroc, qui sont les potentiels les plus importants pour vous? Comme chaque marché, toujours il y a les marques qui sont grandes, il y a une concentration sur la sécurité et il est très intéressant de dire que le Maroc maintenant est ouvert et il a commencé à discuter les marques qui sont grandes et aussi les marques qui sont vertes, etc. C'est une opportunité très importante pour utiliser des marques mixtes et offrir plus que les produits de luxe et de loisirs. Et comme vous avez dit, il est très intéressant pour nous de parler sur l'impression parce que quand je suis allé au Marrakech, j'étais surprise des hospitalités là-bas, l'infrastructure touristique. Il y a l'idée de l'énergie renouvelable qui s'impose dans le secteur de l'hospitalité. C'était très surprenant pour moi. Et comme ça, si on promet davantage et si on circule ces idées, alors le marché va croître de plus. Alors, on donnera la chance et l'opportunité à l'audience pour poser des questions. Alors seulement notez ce que vous avez à la tête. En ce qui concerne l'investissement et les investisseurs, quels sont les potentiels des investisseurs au Maroc? Le Maroc offre plusieurs choses qui sont uniques aux investisseurs. Par exemple, si on parle sur Casablanca, il y a une progression et un redéveloppement d'une grande superficie à Casablanca et dans ces lieux, les investisseurs peuvent aider la ville à croître et de vivre encore. Il y a aussi Arazana, c'est un investisseur émirien. Il a beaucoup des investissements au Maroc. Je pense que l'opportunité au Maroc se base sur la conversion et de continuer à rendre les hôtels un contributeur très important dans l'économie. Il y a beaucoup d'opportunités pour les autres investisseurs. Il y a des législations qui sont encourageantes. On a 150 millions de membres dans ce réseau et c'est pour cela que les gens veulent aller là-bas. Comme vous savez, pendant la pandémie et la crise de Covid-19, il y avait une transformation au niveau de l'opération des hôtels. Et certaines personnes ont réalisé que pendant la crise, on peut faire des choses pour les grandes marques. Et comme ça, le développement de ce secteur se base sur les investisseurs locaux et aussi les investisseurs internationaux. Et aussi pour nous, il y a des chances pour croître notre marque à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, à Rabat, etc. Il y a plusieurs villes où on peut cibler nos clients potentiels. Fès, personne n'a mentionné Fès et je peux vous dire que Fès est un lieu touristique potentiel très prometteur au Maroc. Alors Marlo, les opportunités de FMBs. Je voudrais ajouter sur le côté d'investissement, je pense que quand il y a un investisseur qui veut croître dans un marché au Maroc, il va remarquer qu'il y a beaucoup de gens
qui ont des racines de leurs grands-parents qui veulent revenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont une passion vis-à-vis le Maroc. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses et contribuer dans le Maroc. Et on sait que mon collègue est un opérateur très grand. Et les personnes avec lesquelles on a travaillé, on a remarqué qu'ils disent « j'ai ce produit et je voudrais personnaliser ce produit ». Et comme ça, vous pouvez m'amener avec vous dans ce trajet, ce voyage pour voir ce qui se passe et ce qu'il y a dans les différentes villes. Si on peut connecter ces villes, par exemple, si vous faites une comparaison avec l'Espagne, Séville, Barcelone, etc., bien sûr, il y a des itinéraires qui sont très intéressants. Si vous avez un itinéraire qui vous mène à des destinations internationales, régionales et nationales, je pense qu'on va réaliser des choses incroyables. Et le plus important, c'est pas tous les gens choisissent la cuisine marocaine seulement pour la richesse organique, mais il y a d'autres choses, de l'attraction et l'attractivité de la cuisine marocaine. Et c'est pour cela quand il y a une cuisine internationale qui est basée sur des expériences comme la cuisine marocaine, ça sera génial et ça sera enrichissant, bien sûr. En ce qui concerne la collaboration, est-ce que vous pensez que, comme on a dit dans la conversation précédente, est demandé entre les hôtels et le gouvernement local, notre collaboration avec l'autorité du tourisme a été excellente, je dois l'avouer. On essaye de faire notre mieux pour promouvoir ces destinations et surtout dans les temps de crise. Et il y a des destinations qui restent toujours importantes pour nous. Il y a des opportunités qui sont énormes, comme j'ai dit avant, quand on a commencé. Marlo a parlé aussi de cela. Hilton Hotel a essayé de donner l'impression de l'approbation qu'on est toujours là. Comme vous savez, on a une existence qui est ancienne au Maroc. On essaie de cibler d'autres villes et bien sûr, quand vous donnez l'impression qu'il est sain et sauf de voyager, etc., comme Marlo a dit, ça marche bien. Alors, on collabore avec l'autorité du tourisme et aussi on continue à regarder, à cibler d'autres opportunités et prendre des risques si nécessaire parce qu'on veut rester dans ce marché et d'avoir plus des hôtels. Notre collaboration a été excellente. Par exemple, notre collaboration se reflète parfaitement d'après les allocutions de plusieurs représentants. Quel type de soutien qui doit être donné et offert par le secteur privé dans le secteur du tourisme? Parmi les défis dans plusieurs marchés, c'est de créer des groupes de talentueux, c'est-à-dire quand il y a plusieurs hôtels dans un lieu, dans un espace, il y a beaucoup de concurrents et il y a bien sûr des compétitions qui est parfois agressives et je pense qu'il y a toujours des défis incroyables pour attirer les générations nouvelles dans le marché d'hospitalité. On peut adopter des approches innovatives en collaborant avec les autres et aussi en investissant les talentueux, mais pas à travers voler les idées créatives. Alors attirer les talentueux et permettre à ces talentueux de se déplacer et de donner, offrir ce qu'ils ont parce que je pense que le Maroc a ce slogan et ça a marqué beaucoup de choses et beaucoup d'opportunités et d'investissements au Maroc. JJ, est-ce que vous pouvez nous parler sur le futur de l'industrie de l'hospitalité, le rôle que vous allez jouer au futur? C'est un très important point.
dans cette région, pas seulement le Maroc. Je pense que le Maroc, bien sûr, va jouer un rôle très important. Et le Maroc joue un rôle qui est sans précédent. Il y a un trilinguisme. Les gens là-bas parlent 3 langues. Et c'est pour cela ça va être prometteur pour les hôtels. Et aussi la Turquie est un exemple qui est prometteur et j'ai besoin des gens et des personnels. Il y avait des collaborations avec plusieurs hôtels dans différents pays, surtout les pays qui parlent 3 langues. Et c'est une chose fantastique, c'est-à-dire cette richesse linguistique est très prometteuse pour l'hospitalité et les hôtels parce que ça permet à Hilton de donner des formations à des personnels et aussi elles font des formations dans plusieurs places et aussi on offre des formations pour tous les personnels et les employés et cela bien sûr va nous aider beaucoup. Qui a des questions? Si vous avez des questions, vous levez la main, vous vous introduisez et bien sûr on va prendre quelques questions de l'audience. Ne soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Dernière chance. Sinon, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Jonathan, peut-être. Vous avez la parole. Utilisez le microphone, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la transformation de votre business, de vos affaires. Comment vous allez réaliser cela et qu'est-ce que vous pensez à faire? La transformation la plus grande a été la transformation qui s'est passée déjà. Quand on a commencé, on n'avait pas un bureau qui est grand. On a travaillé en distanciel et j'étais obligé de faire plusieurs adaptations. Vous traitez des différents clients et vous devez adapter vos pratiques. Dans cette période, on a essayé de concentrer sur les personnes qui comprennent que quand il y a un effort de collaboration avec les vendeurs et les propriétaires, ensemble, on peut créer cet écosystème, pas seulement avec les communautés sociales, mais les écosystèmes. C'est-à-dire, vous avez une collaboration qui a des revenus, qui est commerciale et qui bénéficie aussi les hommes et les femmes d'affaires. On peut voir, d'après notre expérience, que les personnes demandent des séjours qui sont plus longs et ce genre de transformation a été important. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand siège, par exemple, un grand bureau, mais de faire et d'exercer des efforts qui sont engageants. Et on a réussi à donner la preuve qu'après 1 an et demi, on peut réaliser beaucoup et c'était quelque chose qui est bénéfique pour toutes les parties prenantes. Ce que le secteur de tourisme au Maroc, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a continué à travailler excellemment pendant la crise et les Marocains commençaient à passer des vacances au Maroc au lieu d'aller à l'Espagne ou à l'Italie. Et ça a marché très bien à cause et grâce aux efforts des autorités. Et je pense que les personnes vont continuer à avoir besoin de ce genre de compagnie. Et aussi les opérateurs vont s'adapter et être plus réceptifs à travailler, pas nécessairement en présentiel, mais en distanciel. Merci beaucoup, merci à vous tous.
notre discussion très riche. Si vous avez des questions, ne soyez pas timides dans la pause de déjeuner. Alors maintenant, on va passer à une performance marocaine. On va parler sur ce qui se passe dans le sud de Méditerranée et aussi l'Afrique. Quelles sont les villes qui ont une très bonne performance? Souhaitez la bienvenue à notre invité, Monsieur Philippe Voller, qui est directeur de MENA. STR à MENA. Oui, alors ce que je vais faire est de vous donner un résumé sur notre statut global et aussi en Afrique et au Maroc. Je pense qu'il est très important de parler sur 2020 parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent oublier 2020, mais il est nécessaire de parler sur le contexte. Il y a beaucoup de visages qui sont familiarisés. Je sais que pour les personnes qui ne connaissent pas STR, MIA, on est existant dans plusieurs pays. Et quand on regarde aux données, on a une base de données qui est très forte. Alors, on a plus de 9 millions de chambres. Alors, rapidement, on parle de nos collaborations avec plusieurs gouvernements et des agences. Et je voudrais parler sur les groupes dans cette tranche. Il y a beaucoup de banques, des hôtels, pour vous donner un coup d'œil sur les parties prenantes avec lesquelles on travaille. Au niveau de l'aperçu de la performance des hôtels, on peut dire que l'année 2020 a été très difficile. On opère dans deux domaines différents. Bien sûr, on a les hôtels. Et si tous les hôtels sont ouverts, ça sera mieux. Comme vous savez, les chambres de nos hôtels n'ont pas eu une occupation qui était haute, mais cette occupation a été entre 65 et 73. Et bien sûr, ça a été différent d'une région à l'autre. Et quand on parle sur l'année de la pandémie COVID-19, c'était une année catastrophique. Alors, il y avait des décroissances, des réductions au niveau de nos hôtels en Europe et aussi en Nord d'Afrique. Il y avait des baisses catastrophiques au niveau de l'occupancy de nos hôtels. Et bien sûr, comment on a fait? Il y avait une augmentation graduelle. Si vous voyez ce qui s'est passé dans les 3 mois avant, la performance de nos hôtels a augmenté un petit peu graduellement. Par exemple, au nord du Maroc, il y avait des croissances considérables selon nos données.
Et comme vous voyez dans ce graphe, il est important de voir ce qui s'est passé entre 2019 et septembre 2021. Alors, il y avait des baisses et puis il y avait des croissances. La ligne noire reflète cette réalité et bien sûr de la part de l'hospitalité, il y avait un peu de croissance, mais d'une façon qui n'est pas toujours équitable. Et comme j'ai dit, les hôteliers ont réalisé qu'il y a des choses qui sont causées par les forces majeures. Il y a aussi généralement, si on regarde jusqu'à la fin de ce graphe, il est très important de voir qu'il y a des réalisations au niveau de la performance des hôtels, surtout au niveau de demande des chambres hôtelières. Alors, on a des pays qui sont, par exemple, l'Égypte. Et aussi, il y a des progrès qui se passent au niveau de l'occupation des chambres hôtelières. Mais il est très important de voir que les choses s'améliorent en comparaison avec la situation dramatique de passé. Si on parle de l'Afrique, ce qu'on remarque ici, c'est que l'occupation des chambres a augmenté en 2021. Par exemple, cette carte de l'Afrique montre qu'il y a une augmentation de l'occupation des chambres à 63%. Il y a des autres pourcentages qui sont aussi bons. Alors, on a souffert, mais on doit aussi jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les dernières 8 semaines. Par exemple, à Casablanca, il y a des croissances en comparaison avec l'année dernière. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a un développement vers la bonne direction. La même chose s'applique à Marrakech. L'Égypte aussi a rattrapé la situation, aussi le cas de Dakar, 50% et l'occupation des chambres hôtelières, etc. Alors la ligne jaune reflète le Maroc et surtout de mars 2020 jusqu'à septembre 2021. On est encore sous la moyenne et sous le taux quotidien moyen et bien sûr on peut rattraper dans les mois prochains. Ce graphe reflète aussi la comparaison référentielle qu'on peut appliquer depuis 2019. Seychelles, Marrakech sont parmi les destinations qui ont souffert pendant la pandémie et on a Casablanca qui est sous la ligne référentielle au niveau de taux quotidien moyen. Il y a un progrès qui est remarquable au Maroc et aussi dans quelques pays africains. Si on parle du Maroc, plus précisément, on peut voir que la période la plus récente a connu un progrès. Comme vous voyez, il y avait un progrès qui est significatif au niveau de l'occupation des chambres hôtelières. Je peux dire que le Maroc a réopérer les voyages internationaux et aussi la campagne Marhaba
Et bien sûr, vous savez que le Maroc a aussi consacré un budget pour aider les Marocains à se déplacer pour voir leur famille et leur foyer revenir au Maroc et comme ça. Ça a aidé aussi le secteur hôtelier. Et bien sûr, le progrès a passé de 19% à 44%. Et aussi, on peut dire que selon la monnaie locale, ça a bénéficié beaucoup les investisseurs dans le secteur hôtelier. Alors, ce graphe montre que la demande des chambres à occuper, comme montre la couleur grise, et aussi le bleu montre aussi l'itinéraire du marché marocain qui a été meilleur avant la pandémie. Et en ce qui concerne l'auto quotidien moyen, il y a plus d'1 million de chambres. Et bien sûr, le mois d'août est la saison touristique par excellence au Maroc. Et certainement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on marche vers la bonne direction. Il y a aussi des autres villes, Agadir, Casablanca, Marrakech, Tanger, et une fois encore, la même tendance. Il y a une croissance continue au niveau de l'occupation des chambres pour Tanger, 70%, et c'est une performance forte, un peu moins à Casablanca et Agadir, mais certainement les choses vont vers la bonne direction. En ce qui concerne l'auto quotidien moyen, cet index montre ce qui s'est passé en 2019. L'occupation des chambres a été forte et bien sûr si on compare l'année actuelle 2021, on est dans un niveau plus élevé en comparaison avec 2019. Alors on a passé de 24% à Casablanca jusqu'à 38%. Alors, le taux quotidien moyen de chambre a aussi augmenté, c'est-à-dire qu'il y a un progrès à Casablanca. La même histoire à Marrakech. Le marché de Marrakech est très grand. On a plus de 22 000 de chambres et aussi le tourisme domestique et local a une part considérable et on a passé à Marrakech de 18% à 35%. Et bien sûr, l'occupation des chambres hôtelières a augmenté. Et une fois encore, on est dans la bonne direction. En ce qui concerne Tanger, qui a une performance qui est très élevée. Tanger est très proche de l'Europe et Tanger maintenant a passé de 57% pendant 2019 à 62% en 2021 et puis 21%. Et aussi un autre aspect à signaler qui est le tourisme qui va être ramené grâce au lancement des voyages entre le Maroc et Israël. Et en ce qui concerne ce réseau au Maroc,
On a 6000 chambres qui sont en train d'être bâties. Il y a aussi des projets à l'Égypte et Nigeria et d'autres pays africains. Et en général, en total, on a 70 000 chambres à bâtir. Et bien sûr, il y a beaucoup des entreprises qui sont engagées. On a Marriott, Hilton, Radisson Hotel Group. Bien sûr, le nombre et le chiffre des chambres doivent être mis à jour, mais Hilton est numéro 1 avec 1859 chambres. Puis on a Movenpick, et puis Novotel, Fairmont, etc. Alors, beaucoup des activités avec des marques grandes. Si on parle du Maroc, on va remarquer qu'il y a beaucoup de villes qui sont impériales. On a 65 000 de chambres et dans des villes comme Casablanca, Agadir, Fès, Rabat, Tanger. On a tous beaucoup de marques qui sont très nouvelles au Maroc. Pour confirmer cela, quand vous voyez dans cette tranche, Radisson, Fairmont, Park Hyatt et d'autres marques. Et comme ça, je conclus ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Est-ce qu'il y aurait des questions? Nous avons un petit moment. Sinon, vous pouvez retrouver tous les interlocuteurs à déjeuner à 12h30. Donc, merci beaucoup, monsieur Philippe Olebert. Maintenant, nous passons, mesdames et messieurs, à notre interlocuteur qui est là afin de démontrer quelles sont les opportunités à travers les destinations principales au Maroc. Donc, maintenant, il y a Younes. Donc, nous avons avec nous Younes Ajri. Younes Ajri, qui est le directeur de la stratégie pour الطريق نحو الأصل واحة المستقبل تاريخ وثقافة وفرص محيط وصحراء وجبال منحوتات تسلي جند عقبة بن نافع الملك الذي أنشأ المغرب الصحراء الأطلسية فرص متاحة لتطوير المنتجعات مع يسر الولوج مطارات أكادير كلمين طنطار العلوم وجهة ستنافس مراكش والدار البيضاء أشهر بالمغرب نبضات تلو نبضات صدى جعجعة الطحن وقرع الطبول ركض الجمال والخيول شاهد الفنون والحرف والمهرجانات المحتفى بها عيش الثقافة ضيافة مرموقة عالميا المس رمال الصحراء ومياه المحيط الجاري عوالم غير متوقعة فرص فريدة لنبني معا الصحراء الأطلسية. Bonjour à tous, je m'appelle Younes Hajri, je suis le chef du développement
à la Société marocaine d'ingénierie touristique. C'est vraiment une très grande opportunité d'être ici avec vous et de faire cette présentation après M. Philippe de ACR parce qu'il avait parlé quels sont les chiffres importants du recouvrement économique du Maroc après la pandémie du Covid. Nous allons commencer par ce que le Maroc a à offrir aux investisseurs internationaux. Tout le monde sait que le Maroc et le secteur touristique est une très grande priorité pour le gouvernement. Et nous avons parlé de la stabilité, de la résilience, de la localisation stratégique du Maroc, et notamment puisque le Maroc est proche du vieux continent et qu'il est à 3 à 4 heures des capitales internationales. Nous savons qu'il y a un potentiel touristique sans équivalent, ainsi que des infrastructures assez robustes avec plus que 25 aéroports internationaux et de longues lignes de routes ferroviaires assez intéressantes. Et nous verrons qu'est-ce qu'il y a aussi disponible au Maroc. Donc, la Société marocaine d'ingénierie touristique a beaucoup à offrir. Beaucoup nous demandent comment nous pouvons aider. Nous savons que cette société est là comme étant une part du ministère du Tourisme afin de pouvoir aider et orienter les investisseurs et de leur offrir des informations ainsi que d'identifier les projets, de parler sur les territoires à vendre. Nous avons aussi parlé des différentes régions du Maroc. Nous pouvons aussi donner beaucoup de données pour nos partenaires et nos investisseurs. Nous avons aussi parlé sur les différents réseaux qui existent et travaillé avec les administrations locales et les opérateurs. Nous savons que nous travaillons aussi énormément avec les opérateurs internationaux afin de pouvoir les lier au marché local, juste comme le représentant de Hilton avait dit. Donc, une grande partie de notre travail est de lier les investisseurs internationaux avec les opérateurs locaux. Et c'est l'un des projets les plus importants que la Société marocaine d'ingénierie touristique a développé, et surtout avec les marques internationales, et afin d'améliorer les services offerts au Maroc. Nous avons différents programmes. Nous avons aussi différentes motivations pour les investisseurs internationaux, que ce soit au niveau des motivations financières et immobilières, comme nous avons aussi le service d'après-vente pour pouvoir aider tout le monde. Quels sont les objectifs que le gouvernement marocain a établis en ce qui concerne les objectifs? Donc, nous avons parlé de ça plus tôt. Nous savons que l'objectif national est de doubler le nombre de chambres utilisées par nuit, ainsi qu'utiliser la capacité des lits, ainsi que les hôtels, les employés et autres. Nous savons qu'il y a beaucoup d'objectifs qu'on est proche à atteindre. Nous avons aussi parlé de la hausse que le Maroc a vécue durant les 10 à 15 années dernières, et cela a été vraiment phénoménal. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est une destination assez importante. Et il y a Agadir, Casablanca et d'autres villes qui sont très importantes pour nous. Donc, nous faisons tout cela à travers différents investissements. Et oui, il faut investir. Donc, nous ne parlons pas uniquement d'accommodation, mais aussi de lieux de loisirs, de voyages à faire. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les investissements au niveau d'accommodation, mais dans différents secteurs. Donc, si vous êtes intéressé par les centres de loisirs ou bien les parcs, nous pouvons travailler sur cela parce que, comme vous le savez, construire un hôtel est très bien, mais il n'est pas suffisant. Nous avons aussi besoin d'avoir des destinations à entreprendre de notre hôtel. Quelles sont les expériences que le Maroc a vécues? Nous avons déjà parlé de cela, mais je vais rentrer un peu plus en détail. Le Maroc a eu différentes expériences à offrir. Il y a les destinations estivales et les stations balnéaires, mais aussi il y a d'autres expériences, par exemple les expériences rurales, ainsi que les expériences montagneuses. Nous savons que le Maroc a différents paysages qui sont extrêmement beaux, et nous savons aussi qu'il y a l'expérience du désert que nous allons voir un peu plus en détail plus tard. Voici un des paysages que vous pouvez retrouver dans le sud du Maroc. Donc, quelles sont les réalisations que nous avons faites jusqu'à aujourd'hui?
Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont venues et nous avons parlé des marques qui existent sur le marché marocain. Et nous savons que 80 à 90% des plus grands groupes hôteliers existent déjà au Maroc. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'investisseurs internationaux et notamment de la région du Conseil des groupes, du Conseil des pays du Golfe, comme le Qatar et les Émirats, croient vraiment en ce que le Maroc peut offrir au monde et ils nous ont aidés à créer une destination mondiale. Nous savons qu'il y a beaucoup de touristes au Maroc qui a augmenté par 6% en 2019 et nous voyons que ces chiffres ne sont jamais tombés durant les 15 dernières années. Donc, nous savons quand même, durant la pandémie, nous avons eu quelques touristes et nous savons que le Maroc est une destination assez résiliente. Donc, quel est le potentiel? Il y a 3500 km de côte, 9 parcs nationaux. Et c'est une chose sur laquelle nous nous concentrons. Donc, les parcs nationaux et l'expérience du désert, c'est un nouveau programme sur lequel travaille le Maroc. Il y a 31 médinas. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept des médinas, mais c'est l'ancienne méthode de pouvoir faire des constructions. Il y a 31 médinas au Maroc. Nous avons plus que 8200 monuments historiques et 9 centres culturels inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Il y a différents modèles d'investissement touristique au Maroc. Donc, il y a l'investissement dans les actions. Il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont aujourd'hui sur le marché de la bourse. Nous avons aussi beaucoup d'investissements dans les petites entreprises qui travaillent sur le tourisme. Donc, il y a aussi les investissements dans les hôtels et dans les groupes hôteliers. Mais nous pouvons faire énormément de choses dans la restauration d'anciens bâtiments pour avoir de nouveaux immeubles hôteliers. Et il y a aussi des projets touristiques et écologiques. Ce sont dans des destinations émergentes ou déjà existantes ou vraiment très importantes. Et nous parlons d'infrastructures ainsi que le développement qui dépendent de la localisation de ce projet. Donc, il y a Arlout. C'est quoi Arlout? Je suis sûre que tout le monde connaît Agadir. Nous savons que c'est une ville dans le centre du Maroc qui est à 20 km, mais à 20 km au nord d'Agadir, il y a une baie très intéressante que nous avons déjà mentionnée. Et il y a aussi 2 hôtels assez importants qui vont ouvrir leurs portes là-bas. Donc, si on va à 20 km de la baie de Tagazout, nous allons avoir Arlout qui est un nouveau projet, qui est assez nouveau. Donc, il est établi sur 594 hectares et il y a plein d'opportunités de pouvoir développer ce projet et cette région. Donc, il y a une concentration sur une station balnéaire avec plein de centres de loisirs. Nous parlons d'un parc ainsi que des parcs d'attractions, un parc aquatique, un parc pour animaux, et c'est des hôtels avec tout inclus. Donc, cela vraiment complémente ce que les 2 villes d'Agadir et de Tagazout ont à offrir. Donc, il y a aussi Plage Blanche. Si nous allons un peu vers le sud de la ville, il y a la région de la Plage Blanche qui est un hôtel de loisirs qui relie les familles ou qui les rapproche de la rivière, de l'océan et du désert. Nous avons une aire de 1000 hectares, de 1000 hectares. Et il y a différentes expériences à partager et qui complémentent le paysage désertique que la région a à offrir. Voici le paysage actuel de la plage Blanche. C'est l'un des plus longues plages au Maroc, avec plus de 40 km de côte et de plage. Il y a aussi la baie de Dakhla. Dakhla est dans le sud du Maroc et Dakhla Bay est une des destinations les plus connues pour tous les sports aquatiques. Et nous savons que ça devient aussi une destination pour différentes expériences comme le bien-être. Il y a des gens qui cherchent des choses qui sont en dehors
du normal. Donc, la majorité des propriétés sont faites par le bois ou par les matières locales comme la craie. Donc, il y a beaucoup aussi de sports aquatiques. Donc, voici un des paysages de Dakhla Bay. Donc, Dakhla a un aéroport international ainsi que des vols internationaux avec Paris et d'autres vols internationaux dans d'autres destinations assez importantes. Donc, je viens de finir. Merci à tout le monde. J'espère que vous allez bien profiter de votre journée. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Younes Hajjawi, le directeur de la stratégie pour la Société marocaine d'ingénierie touristique. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez le faire durant le déjeuner qui va commencer après notre dernière session du jour. Nous passons maintenant à notre dernière session qui est un panel sur les investissements. Et notre invité va se concentrer sur les différents types des atouts touristiques qu'a le Maroc à offrir. Donc, il y a le support gouvernemental. Il y a aussi de très grands projets afin d'avoir un capital privé dans le secteur touristique du Maroc. Pour nous raconter un peu plus à propos de ce sujet, nous allons maintenant recevoir notre modérateur, Jonathan Worsley, le PDG de Bench. Merci beaucoup à toi, Laura. C'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons avoir de très intéressants panélistes et tous travaillent dans les investissements au Maroc ou s'attendent à commencer leurs investissements au Maroc. Donc, nous aurons différentes perspectives en ce qui concerne les approches adoptées dans le secteur touristique. Donc, au premier abord, je voudrais introduire M. Khaled Anib, qui est le PDG de Abu Dhabi National Hotels. Et il a commencé sa carrière au Maroc. Et a aussi travaillé dans les investissements au Maroc durant les années. Je voudrais aussi introduire M. Fardan El-Fardan, qui est le fondateur de Embassy Capital, une entreprise qui est basée à Dubaï, et il a travaillé sur différents projets au Moyen-Orient et en Europe. Et aujourd'hui, il pense à investir au Maroc. Et finalement, M. Louis Kruger. Monsieur Kruger, c'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui. C'est vous le directeur des transactions au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique pour le Westmount Hospitality Group, l'un des plus grands opérateurs privés d'hôtels à travers le monde. Laurie travaille sur la croissance de la chaîne d'hôtels au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique et avait travaillé pour Kingdom Hotels et aussi pour les Four Seasons à Marrakech. Et nous savons qu'aujourd'hui, maintenant, il est responsable de toutes les acquisitions pour le Westmount Hospitality Group. Donc, vous avez 500 hôtels et vous êtes venu en Afrique en 2015, donc il y a environ 6 ans, où vous avez commencé à investir dans la région. Donc, c'est vraiment un très grand plaisir de vous avoir vous trois et d'entendre votre perspective concernant le sujet du secteur touristique, puisque vous avez des investissements où vous voulez investir au Maroc. Donc, pouvez-vous nous donner vraiment une idée d'où vous êtes aujourd'hui, comment vous voulez travailler sur le marché marocain? Et vous imaginez que vous allez investir un peu plus au Maroc. Donc, je vais commencer avec M. Khaled. Merci beaucoup, M. Jonathan. Abu Dhabi National Hotels a un intérêt aux hôtels au Maroc. Cela revient aux années 80. Il y a un hôtel au Marrakech qui a été vendu à notre groupe récemment, ainsi qu'un autre hôtel à Agadir, et qu'on est en route de le vendre. Nous avons commencé nos investissements dans les années 80 au Maroc. Ce type d'investissements ont été menés par un mouvement de solidarité au lieu de se concentrer sur les retours ou sur le retour sur les investissements et les revenus.
Et ces deux propriétés, malheureusement, n'ont pas vraiment joué un rôle très important afin de pousser plus d'investissements au Maroc, et ce pour différentes raisons. Nous savons que le Maroc des années 80 n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. L'infrastructure n'était pas ce qu'elle en est aujourd'hui. Et il y avait un tourisme beaucoup plus traditionnel que le tourisme à grande échelle que nous avons aujourd'hui. Donc, à mon avis, il n'y avait pas vraiment une perception très positive des investissements au Maroc. Donc, il y avait ces deux propriétés au Maroc et il fallait que j'arrête leur service. On a entrepris différentes discussions avec le conseil d'administration et le conseil des directeurs afin de savoir s'il faut qu'on retourne au Maroc, s'il faut conserver ces investissements. Mais comme j'avais dit, il y avait plusieurs questions relatives à ces projets. Mais moi, personnellement, je ne pouvais pas avoir une forte position en ce qui concerne la défense de ces deux projets dans ce pays super beau que j'aime, avec sa nature, avec ses paysages et son peuple. Mais quand on parle du retour sur les investissements, nous savons qu'il n'y avait pas un retour sur ces investissements. Et je crois que cela revient au fait qu'il n'y a pas vraiment une bonne direction de cette propriété. Et cela a changé l'équation aujourd'hui quand je commence mes discussions avec les investisseurs. Donc, nous savons que la situation aujourd'hui est entièrement différente et nous avons des projets entièrement différents. Le Maroc récemment a commencé des investissements dans l'infrastructure, que ce sont dans les chemins ferroviaires, dans les grandes routes. Et nous savons que le Maroc bénéficie toujours d'une position géographique excellente et exceptionnelle. Et nous savons qu'il a une nature très riche et elle est assez proche des grandes capitales européennes. Nous savons que le gouvernement marocain continue aussi à réformer toutes sortes de cadres légaux qui couvrent et garantissent les investisseurs dans le pays. Donc, je peux dire, et j'ai l'honneur de dire, que le Conseil m'avait demandé de chercher de nouvelles opportunités au Maroc. Donc, vous cherchez à investir à nouveau au Maroc. Ferdan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience? Ça fait un certain moment que j'essaie de voir quelles sont les opportunités sur le marché marocain. Nous savons que c'est un marché touristique assez important. Et comme mon collègue M. Khaled a dit, qu'il y a une très grande proximité entre le Maroc et les capitales européennes. Et ça, c'est un point d'attractivité très important. Maintenant, nous nous concentrons sur différentes villes, mais notamment Marrakech. Nous savons que la situation là-bas est un peu différente des autres villes et ça, c'est un atout pour nous. Donc, nous avons suivi qu'est-ce qui s'était passé sur le marché d'aujourd'hui et nous savons qu'il y a beaucoup d'attractivité au niveau des acquisitions et c'est pour cela que maintenant, nous nous concentrons sur cette destination. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes intéressés par investir au Maroc. Nous savons que le gouvernement a dépensé énormément sur l'infrastructure et il y a une meilleure vision aujourd'hui au Maroc et il travaille à élargir les aéroports ainsi que les infrastructures et les routes. Cela offre de nouvelles opportunités sur de nouvelles villes. Et cela est vraiment très bénéfique pour nous. Donc, Laurie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre, disons, appétit pour ce marché africain? Vous avez commencé en 2015. Nous savons que vous avez investi environ combien? Nous sommes à Marrakech et à Casablanca au Maroc. Nous avons besoin de plus d'investissements. Nous savons que c'est une destination assez importante pour nous. Et donc, l'infrastructure est importante, il y a beaucoup d'améliorations à cela. Et le marché à Marrakech a changé complètement depuis la question du nouvel aéroport. Donc, nous savons que maintenant, nous ciblons ce marché. Nous pouvons peut-être dépenser un peu plus à Marrakech et à Casablanca, mais nous nous concentrons aussi sur différents secteurs.
Quels sont les plus grands défis que vous avez trouvés au Maroc? Est-ce que c'est le financement de ces opportunités? Je crois qu'il y a des opportunités et plein d'opportunités pour tous au Maroc. Ces opportunités vont devenir plus claires durant les 24 à 48 mois à venir. Mais notre business model est de prendre un hôtel qui opère déjà et de l'améliorer, que ce soit au niveau des logistiques, de l'opération ou de la gestion. Donc, en ce qui concerne les difficultés auxquelles nous avons fait face au Maroc, nous savons que l'acquisition est assez facile, que les cadres légaux sont assez faciles aussi à surmonter. Nous avons aussi parlé du marché des capitaux. Nous savons que les banques parfois disparaissent. Et si nous avons dépensé beaucoup d'argent, nous savons que les choses vont devenir plus difficiles et il y a beaucoup de bureaucratie à surmonter, et notamment en ce qui concerne la taxe sur les retours sur investissement. Donc, maintenant, vous parlez des opportunités de conversion. Oui, les conversions et la reposition des hôtels. Nous avons discuté ce sujet au préalable et nous savons qu'il y a le marché là-bas. Nous savons beaucoup qu'il y a des banques qui sont intéressés dans les infrastructures d'hypothèques, mais nous savons qu'il y a aussi d'autres acquisitions qui sont assez importantes et sur lesquelles nous devons nous concentrer. Et nous savons que parfois, il n'est pas facile de trouver ça sur nos projets. Mais nous essayons autant que possible de travailler dans d'autres pays et investir et de pouvoir bénéficier des dettes et des opportunités du marché. Donc ça, c'est un des défis. En outre, nous voulons que ces revenus reviennent à nos investisseurs en tant que dividendes. Donc, nous savons aussi que les taxes jouent un peu un rôle de défi, de défiance. Donc, il faut travailler autour de cela. Mais si vous me demandez qu'est-ce qui a délai notre acquisition d'hôtels au Maroc, je pourrais dire qu'il y a toujours les banques qui ne sont pas très faciles à travailler avec. Donc, Monsieur Khaled, est-ce que vous vous concentrez sur les projets écologiques ou d'autres projets aussi? Aujourd'hui, nous essayons de voir quelles sont les propriétés qui sont disponibles. Et cela va nous permettre de nous repositionner sur le marché marocain. Et cela va nous permettre de voir quelles sont les autres opportunités disponibles. Nous parlons aussi en ce qui concerne les partenariats entre les acteurs privés et publics. Et j'imagine que le Maroc a de très grands projets sur lesquels nous pouvons investir et qui peuvent être cofinancés par le gouvernement et par différentes institutions. En ce qui concerne le financement en général, nous savons que cela est difficile et il faut travailler les sources de financement. Mais il faut savoir quels sont les instruments nécessaires à utiliser. Mais bien sûr, nous allons savoir comment nous repositionner au Maroc parce que nous avons confiance en l'avenir du Maroc. Et nous savons que tous les attributs essentiels et positifs du Maroc vont rester là-bas. Nous savons que le gouvernement continue à investir dans le développement. Et cela va nous aider aussi à améliorer notre travail. Et il ne faut pas oublier la stabilité politique qui existe au Maroc et qui est un très grand point d'attractivité pour nous. Laurie, est-ce que vous pouvez nous parler des sortes d'actions ou de destinations que vous cherchez? Moi, je me concentre sur le voyage pour les affaires. Ce qui est très intéressant au Maroc, ainsi que dans d'autres marchés africains, et que nous savons qu'aujourd'hui, il y a cet élargissement des marchés des affaires au-delà des capitales. Certains se passent à Fès, certains à Marrakech et d'autres à Tanger. Et cela est très intéressant. Et cela est un signe d'un marché qui grandit et qui mûrit. Et cela est très intéressant pour nous. Donc, on avait parlé des voyages pour affaires. Est-ce que vous dites que cela a changé en ce qui concerne des produits disponibles et l'amélioration du travail et comment avoir de nouvelles chances de collaboration?
La situation est difficile, mais quand on parle de repositionnement, nous parlons de la nécessité d'avoir de la flexibilité. Nous travaillons sur des stratégies assez spécifiques et l'un des espaces que nous créons devra refléter les choses les plus importantes de notre monde aujourd'hui et aussi de l'avenir. Deux, il faut savoir quels sont les investissements et les revenus que nous pouvons avoir et plus nous avons des retours sur investissement diversifiés. Faden, nous concentrons sur les centres de loisirs ou bien les destinations de loisirs ainsi que les destinations d'affaires. Nous essayons de se concentrer sur ces deux aspects du marché. Mais j'imagine que la plupart des marques internationales sont déjà présentes. Et nous avons aussi des marques locales très intéressantes et qui travaillent à gérer les hôtels d'une manière excellente. Donc, nous nous concentrons sur l'échelle tout entière. Laurie, vous avez votre propre marque, non? J'ai investi aux États-Unis dans une marque économique. Mais vous ne voulez pas avoir votre propre marque? Non, pas à ce niveau-là. Les marques ont travaillent très bien en Afrique et nous savons qu'il y a une concentration de ces marques en Afrique. Et moi, j'imagine qu'ils vont continuer à fonctionner pour l'avenir. Donc, à mon avis, vous trouvez peut-être beaucoup d'opportunités d'investir en Afrique. Oui, bien sûr. Khaled, j'imagine que vous parlez plus du marché du luxe, non? Pas nécessairement. Nous sommes connus pour avoir nos propres produits de luxe ici aux Émirats. Mais le Maroc est une destination qui va continuer à s'améliorer et à répondre aux différentes attentes parce que nous savons que le secteur touristique est en augmentation et il ne faut pas aussi oublier la diaspora marocaine à travers le monde qui cherche aussi à améliorer la situation dans leur propre pays et à y investir. Nous travaillons sur les hôtels de luxe qui sera très important pour nous et qui pourra créer de nouvelles opportunités. Nous cherchons aussi à investir dans les hôtels à 3 étoiles dans différentes régions du Maroc. Est-ce que l'audience aurait quelques questions à poser? Nous avons parlé un peu de la transformation. Donc, en tant que propriétaire, comment avez-vous dû changer ce que les opérateurs ont voulu, que ce soit par la collaboration avec ces opérateurs ou non? Laurie, est-ce que vous auriez des idées à propos de cela? Et quel est votre modèle d'affaires que vous avez établi? Nous avons eu des projets assez détaillés, mais j'imagine que le projet le plus essentiel est le fait que nous avons de très bonnes relations avec les marques et ils nous ont aidés énormément durant les derniers 18 mois. Et nous n'aurons pas pu achever tous nos objectifs sans cette aide. Et deux, il faut nous concentrer sur les gens. Et nous savons que nous avons dû prendre des décisions qui sont assez difficiles. Mais nous ne parlons pas uniquement comment gérer notre travail, mais savoir quels sont les investisseurs, comment penser à cela. Donc, il faut savoir comment nous avons dû restructurer les choses et comment nous nous concentrons sur eux. Et cela sont deux sujets assez importants sur lesquels nous avons souligné. Nous avons entendu les défis concernant le recrutement et j'imagine qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis? J'imagine aujourd'hui que les taxes sont devenues un peu plus agressives, mais cela fait partie de notre travail. En tant qu'investisseurs, nous essayons d'économiser de l'argent durant les moments difficiles. Et donc, nous nous sommes concentrés sur cela. Mais la situation n'est pas trop difficile. Farden, donc nous savons que vous avez travaillé sur le secteur de la transformation. Et quels sont les points sur lesquels vous vous concentrez aujourd'hui, auxquels vous n'auriez pas fait attention plus tôt? En termes d'investissement? Oui. Nous ne concentrons pas sur les stations balnéaires ou bien sur les hôtels du tout.
Nous nous concentrons sur les hôtels pour affaires, mais aujourd'hui aussi, nous nous concentrons sur les stations balnéaires dans certaines villes. Et cela n'aurait pas été le cas il y a 2 ou 3 ans. Donc, Khaled, moi, personnellement, je crois que les passagers voudraient visiter toutes les régions et ne pourront pas venir sur la même échelle, mais j'imagine qu'ils vont continuer à profiter de ce que le Maroc a à offrir. En ce qui concerne nos propres préoccupations, nous savons qu'il n'est pas toujours possible, mais nous espérons avoir un hôtel qui pourra être attractif à toutes les différentes classes de la population et durant toutes les saisons. Nous savons qu'il y a vraiment des hôtels fantastiques, que ce soit pour le loisir, le plaisir, le travail et pour un hébergement. En ce qui concerne le Maroc, je préfère me concentrer sur les stations balnéaires et sur les hôtels spécifiquement parce que nous savons que la beauté naturelle du pays est une chose que tout le monde a envie d'en profiter. Ahmad, vous avez une question à poser, j'imagine. Donc, comment pouvez-vous et les défis qui ont été mentionnés par les interlocuteurs, et notamment en ce qui concerne le recrutement, et nous savons qu'il y a aussi l'augmentation des taxes et la hausse des taxes. Et merci pour tous les panélistes parce que c'est très important pour nous tous d'apprendre de tous les opérateurs et les investisseurs. Et nous devons travailler à améliorer le climat d'investissement ainsi que la fiscalité de ces investissements. Nous avons dépensé beaucoup d'efforts à pouvoir aider les investisseurs à venir au Maroc. Aujourd'hui, nous nous concentrons plus sur les nouvelles destinations, disons. Marrakech n'a pas besoin de nous. Les investisseurs viennent de seuls à Marrakech. Les marques existent déjà, ou bien les grands noms existent déjà dans ces régions, mais nous nous concentrons sur le sud du pays. Nous savons que c'est une destination vierge, une très belle destination, et j'imagine que vous avez, tous, le petit film que nous avons montré, et nous avons besoin de cette aide afin de pouvoir développer cette destination. Dakhla est une destination aujourd'hui qui est en amélioration et nous n'avons pas eu le temps de trouver des investisseurs parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans d'autres régions, alors que dans d'autres régions, comme Belmil, comme Golmil, nous avons besoin de gens qui prendront un risque là-bas. Et je ne parle pas uniquement des marques, mais je parle aussi des investisseurs qui viennent de différents backgrounds. J'espère vraiment que la crise du Covid est derrière nous et que nous allons commencer nos investissements. Il y a toujours des gens du Golfe qui investissent à Rabat et à Casablanca. C'est pour cela que je ne promouvois pas Rabat ou bien les investissements dans d'autres régions. Mais il y a toujours des opportunités à investir à Agadir, dans le sud du pays et dans le centre du Maroc. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous savons que M. Fardan est très intéressant d'investir dans les stations balnéaires, donc vous pouvez continuer votre discussion plus tard sur ce sujet. Nous n'avons pas parlé de la durabilité. Et j'imagine que cela sera une question assez importante durant les années à venir. Et l'un des plus grands défis est de respecter la nature. Donc, Laurie, en tant que grand conglomérat, comment pouvez-vous travailler sur le problème de la durabilité? C'est vraiment un très grand spectre, mais la première chose est que les marques essaient autant que possible de travailler sur ce point-là. La première chose que les investisseurs et les propriétaires doivent se concentrer sur est que c'est un beau projet d'affaires. Nous avons travaillé durant des années avec la Banque mondiale afin de travailler sur les modèles de durabilité. Oui, il y a une directive morale à prendre soin de l'équipe de travail et avoir des actions ou bien de bénéficier de la communauté locale et de les aider autant que possible. Mais nous savons que ce domaine est assez très lucratif. Et nous avons démontré
qu'à travers une mentalité durable, en se concentrant sur les peuples, sur le design, sur l'équipe de travail et sur les marges de profit, nous savons qu'éventuellement, nous aurons à avoir un meilleur retour sur les investissements. Khaled, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Nous savons que la durabilité est une question très importante et nous savons que les gouvernements ont différents projets à être écologiques. Donc, nous devons accepter cette nouvelle stratégie. Quand on parle de la durabilité, et notamment aujourd'hui, nous savons qu'il y a des coûts qui reviennent à ces projets-là. Et donc, à long terme, nous savons qu'il faut savoir comment les choses vont s'améliorer, comment, par exemple, travailler sur l'éclairage des hôtels, comment avoir une diminution des traces écologiques. Mais cela va s'améliorer à travers les ans. Et donc, j'imagine que le gouvernement et nous, en tant qu'investisseurs, nous avons vraiment accepté cette nouvelle journée. Monsieur Fardan, Monsieur Khaled a déjà parlé des projets gouvernementaux, mais je voudrais ajouter que les opérateurs d'hôtels ont parfois de nouvelles idées et c'est ce qu'ils ont fait à travers différents secteurs et différents pays à pouvoir adopter de nouvelles technologies qui soient écologiques et qui puissent aider aussi à la durabilité. Nous savons qu'il faut prendre aussi en considération les coûts pour le propriétaire. Oui, exactement. Merci, génial. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public? Est-ce que vous pouvez ajouter sur les locations à court terme? Et est-ce que vous êtes intéressé par se concentrer sur ce marché-là ou, à votre avis, c'est encore très loin en ce qui concerne l'investissement au Maroc? Si vous pouvez m'arrêter, ça revient à la communauté. Nous ne voulons pas être de grands investisseurs et se concentrer sur ce marché de niche. Nous savons qu'il y a des appartements et des villas à louer. Mais il y a des centaines de petits investisseurs qui se concentrent sur ça et j'espère qu'ils pourront profiter de ce secteur-là. Et peut-être ils pourront aussi les aider à pouvoir croître leurs affaires. Donc, quels sont les hôtels auxquels vous vous concentrez ou est-ce que vous cherchez des éléments résidentiels à ces hôtels-là ou non? Aujourd'hui, il est clair d'entendre qu'il y a de nouveaux modèles d'investissement. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur les hôtels ainsi que sur les résidences ou les hôtels appart. Et j'imagine que cela va continuer. Nous allons voir cela avancer plus vers le Maroc et dans d'autres régions aussi, parce que nous savons que c'est assez lucratif pour nous tous. J'imagine que nous pourrons investir dans les projets écologiques et que les gens pourront considérer avoir un aspect résidentiel à l'hôtel dans lequel ils descendront au menu. Il faut se concentrer uniquement sur les atouts. Et donc, il faut savoir quel est cet aspect résidentiel avant de payer cet hôtel. Mais à mon avis, il ne faut pas se concentrer sur ça. Il y a Longstay Hotel à Casablanca et il y a un marché pour cela. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ma question est la suivante, et à M. Fardan, parce que vous avez parlé de votre intérêt dans les stations balnéaires. Quel est votre avis concernant les investissements et les accommodations alternatives qui soient être écologiques et qui sont comme des lodges et qui peuvent être considérées comme étant durables et temporaires? Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas concentrés sur cela. Nous nous sommes concentrés sur les stations balnéaires près des plages. Mais, notamment, nous devons se concentrer plus sur d'autres opportunités. Nous pouvons les voir en détail un peu plus. Mais pour l'instant, nous ne nous concentrons pas pour cela. Donc, Monsieur Loré, il n'y a rien de votre côté. Et pour vous, Khaled, moi,
personnellement, j'aurais avoir l'opportunité d'avoir un très grand groupe à Dakhla, mais pour notre organisation, c'est encore de très petits projets, pardon. Donc, après, j'imagine que vous avez un rendez-vous avec Envy. Donc, génial. Il est déjà 12h30. Je crois que c'est le temps du déjeuner. Laura, nous avons passé le micro à vous. Merci beaucoup à tous les panélistes afin d'apprendre un peu plus du point de vue des investisseurs. Merci beaucoup à tous.